Le 23 mars 2006, une petite fille de 8 ans nommée Amélie Marchand disparaissait dans les rues du 12e arrondissement de Paris. Pendant 16 longues années, sa mère Sophie a vécu avec un vide impossible à combler, gardant la chambre de sa fille exactement comme elle l'avait laissée ce matin-là. Les enquêteurs avaient épuisé toutes les pistes. Les affiches s'étaient effacées sous la pluie. La vie avait continué pour tout le monde, sauf pour Sophie. Mais en octobre 2022, un simple geste changerait tout. En faisant défiler distraitement son téléphone avant de dormir, Sophie tombait sur une vidéo TikTok d'une jeune femme de 24 ans dansant dans un appartement quelque part en France. Son cœur s'était arrêté. Ses yeux verts en amande, cette petite tache de naissance sur le côté gauche du cou, cette façon particulière de pencher la tête en souriant. Comment une mère pourrait-elle reconnaître sa fille après tant d'années? Comment une enfant disparue pourrait-elle réapparaître sur les réseaux sociaux sans savoir qui elle est vraiment? Et surtout, qu'est-ce qui s'était réellement passé ce jour de mars 2006? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Le 12e arrondissement de Paris, en 2006, était un quartier en pleine transformation. Entre la place de la Nation et la gare de Lyon, les rues mélangeaient immeubles haussmanniens et constructions plus récentes. La rue de Charenton, artère principale du quartier, voyait passer quotidiennement des milliers de personnes. C'était un endroit suffisamment animé pour qu'on s'y sente en sécurité, mais assez dense pour qu'on puisse facilement disparaître dans la foule. Sophie Marchand avait 27 ans à l'époque. Professeure de littérature française dans un collège du 11e arrondissement, elle incarnait cette nouvelle génération de parents parisiens qui tentaient de concilier carrière et vie de famille. Elle avait rencontré Laurent, ingénieur chez une entreprise de télécommunications, lors d'une soirée organisée par des amis communs en 1999. Leur mariage, 3 ans plus tard, avait été célébré dans une petite mairie de province, loin de l'agitation parisienne, entourée d'une 50aine de proches. Amélie était née le 15 novembre 1997, un samedi matin pluvieux, qui avait marqué le début d'une période de bonheur intense pour le jeune couple. C'était une enfant curieuse, toujours plongée dans des livres bien au-dessus de son niveau scolaire. À 8 ans, elle dévorait déjà les romans de la bibliothèque de sa mère, posant des questions sur les personnages comme s'ils étaient de vraies personnes. Elle avait hérité des yeux verts de son père et de la chevelure châtain foncé de sa mère, une combinaison qui attirait souvent les compliments. La famille vivait dans un appartement de 70 mètres carrés, au 3e étage d'un immeuble de la rue de Wattignies, une rue calme perpendiculaire à la rue de Charenton. L'école primaire d'Amélie se trouvait à exactement 700 mètres de là, un trajet qu'elle effectuait depuis le début de l'année scolaire en compagnie d'autres enfants du quartier. Sophie terminait ses cours au collège à 16h30 et récupérait généralement sa fille vers 17h, après que celle-ci ait participé à l'étude surveillée. Les Marchands n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres non plus. Le salaire de professeur de Sophie et celui d'ingénieur de Laurent leur permettaient une vie confortable, avec une semaine de vacances au ski chaque hiver et 1 mois en Bretagne chaque été. Ils fréquentaient peu leurs voisins, comme c'est souvent le cas à Paris, mais entretenaient de bonnes relations avec Colette Garnier, une femme de 45 ans qui habitait au 2e étage et travaillait comme infirmière dans un hôpital municipal proche. L'ambiance du quartier en mars 2006 était particulière. La France venait de connaître les émeutes de banlieue de l'automne précédent et une certaine tension flottait encore dans l'air. Les parents étaient peut-être plus vigilants qu'avant, mais la vie quotidienne avait repris son cours normal. Les enfants continuaient de se rendre à l'école, les commerçants ouvraient leurs boutiques, le métro transportait ses millions de passagers. Amélie était inscrite dans une école qui accueillait environ 300 élèves. Elle était en classe de CE2 avec Madame Blanchard, une enseignante de 52 ans qui approchait de la retraite. C'était une élève brillante,
particulièrement douée en français et en histoire. Ses résultats scolaires n'avaient jamais posé de problème. Elle avait quelques amis proches, notamment Léa et Emma, deux fillettes de son âge, avec qui elle partageait ses récréations et parfois ses mercredis après-midi. La routine familiale était bien établie. Sophie partait vers 7h45 pour être à son collège à 8h15. Laurent déposait Amélie à l'école vers 8h20 avant de se rendre à son bureau dans le 15e arrondissement. L'après-midi, Amélie restait à l'étude jusqu'à ce que Sophie vienne la chercher. Les mardis et vendredis, elle avait cours de danse classique dans une petite école du quartier, une activité qu'elle adorait et pour laquelle elle montrait un vrai talent. Ce qui rendait cette famille si ordinaire était précisément ce qui rendrait la disparition d'Amélie si troublante. Il n'y avait pas de dispute conjugale grave, pas de problème financier insurmontable, pas de comportement inquiétant. Les Marchands étaient une famille normale, avec ses petites tensions et ses grands bonheurs, naviguant dans la vie parisienne comme des millions d'autres. Le 23 mars 2006 était un jeudi ordinaire qui commençait comme tous les autres. Sophie s'était levée à 6h45, avait préparé le petit déjeuner pendant que Laurent prenait sa douche. Amélie s'était réveillée de bonne humeur, parlant avec enthousiasme d'un exposé qu'elle devait présenter le lendemain sur les animaux de la savane. Elle portait son jean préféré, celui avec des petites broderies de fleurs sur les poches arrière, un pull rose pâle et ses baskets blanches qu'elle venait de recevoir pour son anniversaire 4 mois plus tôt. À 8h17 exactement, Laurent et Amélie étaient sortis de l'appartement. Sophie les avait embrassés depuis le palier, comme chaque matin. Elle se souvenait de ce détail, avec une précision douloureuse, ce dernier baiser sur le front de sa fille, la sensation de ses cheveux fraîchement brossés, l'odeur de son shampoing à la fraise. Laurent avait déposé Amélie devant le portail de l'école à 8h25, l'avait regardée entrer dans la cour où déjà une dizaine d'enfants jouaient en attendant la sonnerie. La journée s'était déroulée normalement. Madame Blanchard avait fait cours sur les fractions le matin, puis les élèves avaient eu leur pause déjeuner à la cantine scolaire. L'après-midi était consacré à l'histoire, un cours qu'Amélie appréciait particulièrement. À 16h30, la cloche avait sonné. La plupart des enfants étaient partis avec leurs parents. Une quinzaine, dont Amélie, étaient restés pour l'étude surveillée, un service proposé par l'école jusqu'à 18h. Madame Petit, la surveillante responsable de l'étude ce jour-là, se souvenait parfaitement d'Amélie. La fillette avait fait ses devoirs de mathématiques avec application, puis avait lu pendant une vingtaine de minutes. Elle était calme, concentrée, ne montrait aucun signe d'anxiété ou de préoccupation particulière. Vers 17h15, Amélie avait demandé l'autorisation d'aller aux toilettes. Madame Petit avait acquiescé, comme elle le faisait quotidiennement pour des dizaines d'enfants. Les toilettes se trouvaient dans le couloir, à une quinzaine de mètres de la salle d'études. C'était un trajet que tous les enfants effectuaient régulièrement, sans surveillance directe. Après 5 minutes, Madame Petit n'y avait pas prêté attention. Après 10 minutes, elle avait commencé à trouver cela long. À 17h30, elle était allée vérifier. Les toilettes étaient vides. La panique s'était installée progressivement. Madame Petit avait d'abord pensé qu'Amélie s'était peut-être perdue dans l'école, bien que cela semblait improbable pour une enfant qui la fréquentait depuis 3 ans. Elle avait vérifié les autres salles de classe, la bibliothèque, la cour de récréation. À 17h40, elle avait alerté le directeur, M. Fabre, qui avait immédiatement organisé une fouille systématique de l'établissement. Sophie était arrivée à l'école à 17h55, comme prévu. Au lieu de trouver sa fille, qui l'attendait avec son cartable, elle avait été accueillie par M. Fabre et 2 autres enseignants qui affichaient des visages graves. On lui avait expliqué la situation avec des mots choisis, tentant de ne pas l'alarmer tout en étant honnête. Amélie était introuvable depuis environ 40 minutes. Les premières minutes de Sophie en tant que mère d'une enfant disparue étaient un mélange de déni et de panique contrôlée. Elle avait appelé Laurent immédiatement. Elle avait appelé les parents de Léa et Emma, pensant qu'Amélie était peut-être partie avec l'une d'elles.
Elle avait fait le tour du quartier avec plusieurs enseignants, scrutant chaque visage d'enfant, espérant à chaque seconde voir apparaître sa fille. À 18h30, la police avait été contactée. Le commissariat du 12e arrondissement avait envoyé 2 agents qui avaient pris la déposition initiale. À 19h, alors que la nuit tombait sur Paris et qu'une pluie fine commençait à tomber, une enquête officielle pour disparition inquiétante de mineurs était ouverte. L'inspecteur Daniel Lefebvre, 38 ans, avait été assigné au cas. C'était un homme méthodique, père de 2 enfants lui-même, qui traitait chaque disparition d'enfants avec une urgence personnelle. Il avait interrogé Madame Petit pendant plus d'1 heure, reconstituant minute par minute les derniers moments où Amélie avait été vue. Il avait fait vérifier toutes les caméras de surveillance dans un rayon de 500 mètres autour de l'école. Le problème était que l'école elle-même n'avait pas de système de vidéosurveillance en 2006. Les établissements scolaires français n'étaient pas encore équipés comme ils le seraient 15 ans plus tard. Les caméras municipales les plus proches se trouvaient à 300 mètres sur la rue de Charenton, et elles n'avaient capté aucune image d'une fillette correspondant au signalement d'Amélie. Les enquêteurs avaient rapidement établi plusieurs faits troublants. Premièrement, pour qu'Amélie quitte l'école, elle aurait dû passer devant le bureau de la directrice adjointe, dont la porte était ouverte cet après-midi-là. Madame Roche, qui occupait ce poste, affirmait n'avoir vu aucun enfant passer. Deuxièmement, le portail principal de l'école était fermé, accessible uniquement avec un code que les enfants ne connaissaient pas. Il existait bien une sortie de secours, mais elle déclenchait une alarme si elle était ouverte, et aucune alarme ne s'était déclenchée. Colette Garnier, la voisine infirmière, avait fourni un témoignage intéressant. Elle terminait sa garde et rentrait chez elle vers 17h30 ce jour-là. En arrivant rue de Wattignies, elle avait vu une camionnette blanche stationnée en double file devant l'immeuble, moteur allumé. Elle n'y avait pas prêté grande attention sur le moment, ce type de véhicule étant courant pour les livraisons. Mais quand elle avait appris la disparition d'Amélie quelques heures plus tard, ce détail lui était revenu en mémoire. Elle ne se souvenait pas de la marque du véhicule, encore moins de la plaque d'immatriculation. La première nuit avait été un cauchemar éveillé pour Sophie et Laurent. Leur appartement s'était rempli de policiers, d'enquêteurs, de techniciens. On leur avait posé des centaines de questions sur leur vie, leurs habitudes, leurs relations. C'était une procédure standard dans les disparitions d'enfants, mais pour des parents terrifiés, cela ressemblait à une accusation à peine voilée. Les 48 premières heures étaient cruciales, leur avait-on dit. C'était la fenêtre de temps pendant laquelle les chances de retrouver un enfant disparu étaient les plus élevées. Des dizaines d'agents avaient été mobilisés. Des chiens avaient suivi des pistes qui ne menaient nulle part. Des hélicoptères avaient survolé le quartier. Les médias avaient commencé à diffuser la photo d'Amélie, ce cliché pris 2 mois plus tôt où elle souriait avec ses 2 dents de devant légèrement écartées. Les semaines qui suivirent la disparition d'Amélie transformèrent profondément la famille Marchand. Sophie avait pris un congé de son poste d'enseignante, incapable de se tenir devant une classe quand sa propre fille était quelque part, seule, peut-être en danger. Laurent continuait d'aller travailler, mais c'était un automate qui se rendait au bureau, fixant son ordinateur sans vraiment voir l'écran, sursautant à chaque sonnerie de téléphone en espérant des nouvelles. L'appartement de la rue de Wattignies était devenu un sanctuaire figé dans le temps. La chambre d'Amélie restait exactement comme elle l'avait laissée le matin du 23 mars. Les peluches alignées sur le lit, les livres empilés sur la table de nuit, le dessin inachevé d'une licorne sur le bureau. Sophie passait des heures assise sur le lit de sa fille, respirant l'odeur qui s'estompait peu à peu des oreillers, cherchant désespérément un indice qu'elle aurait pu manquer. L'inspecteur Lefebvre menait son enquête avec une rigueur professionnelle. Mais les pistes se révélaient toutes infructueuses. Les appels anonymes affluaient, comme c'est toujours le cas dans les disparitions médiatisées. Des dizaines de personnes affirmaient avoir vu une fillette correspondant à la description d'Amélie. Chaque signalement était vérifié méthodiquement.
Chaque espoir était anéanti par la réalité. Les enquêteurs avaient épluché le passé de tous les adultes en contact avec Amélie. Les enseignants, les parents d'élèves, les commerçants du quartier, les voisins, ils avaient interrogé tous les délinquants sexuels fichés dans un rayon de 20 kilomètres. Ils avaient analysé les données téléphoniques de tous les adultes présents dans l'école ce jour-là. Rien ne pointait vers un suspect crédible. Une théorie dominait les discussions dans les couloirs du commissariat. Amélie avait été enlevée par une personne organisée, probablement quelqu'un qui connaissait les routines de l'école, qui avait planifié son coup avec soin. Mais comment cette personne avait-elle pu sortir une enfant d'une école sans être vue? Comment avait-elle contourné les mesures de sécurité, aussi minimes soient-elles? Sophie et Laurent avaient fait appel aux médias à plusieurs reprises. Ils étaient apparus dans les journaux télévisés nationaux, suppliant quiconque avait des informations de se manifester. Ils avaient distribué des milliers d'affiches dans tout Paris et en banlieue. Le visage d'Amélie était partout, sur les poteaux téléphoniques, dans les vitrines des commerces, dans le métro. Au bout de 3 mois, l'enquête active s'était progressivement ralentie. Il n'y avait plus de nouvelles pistes à explorer, plus de témoignages inédits à recueillir. Le dossier restait ouvert, bien sûr, mais la réalité était brutale. Sans corps, sans témoins fiables, sans preuves matérielles, les chances de résoudre cette disparition étaient infinitésimales. C'est durant cette période que le couple Marchand commença à se fissurer. Le chagrin prend des formes différentes chez chacun. Sophie refusait d'envisager qu'Amélie puisse être morte. Elle maintenait la chambre en l'état, préparait 3 couverts à table, parlait de sa fille au présent. Laurent, lui, sombrait dans une dépression silencieuse. Il avait commencé à boire, d'abord modérément, puis de plus en plus. L'alcool était sa façon d'endormir la douleur qui le rongeait. En 2008, 2 ans après la disparition, ils avaient divorcé. Ce n'était pas une séparation marquée par la colère ou les reproches, mais plutôt par l'impossibilité de continuer à vivre ensemble quand chaque regard échangé rappelait ce qu'ils avaient perdu. Laurent avait déménagé dans un petit studio du 19e arrondissement. Sophie était restée rue de Wattignies, refusant de partir, comme si quitter l'appartement signifiait abandonner Amélie. Les années passaient avec une lenteur atroce. Sophie avait repris son travail d'enseignante en 2009, 3 ans après le drame. Elle avait besoin de la routine, de la structure que lui apportait son métier, mais elle évitait soigneusement d'enseigner aux classes de CE2, incapable de regarder des enfants de 8 ans sans penser à sa fille. En 2012, 6 ans après la disparition, Sophie avait été promue au poste de coordinatrice pédagogique dans son collège. Ce nouveau rôle lui convenait mieux, l'éloignant un peu de l'enseignement direct tout en lui permettant de rester dans le monde de l'éducation. Elle s'était créée une nouvelle vie, ou du moins une version fonctionnelle d'existence. Elle avait quelques amis proches, participait à un club de lecture, allait au cinéma de temps en temps. Mais chaque 23 mars, elle revenait à l'essentiel. Ce jour-là, elle ne travaillait jamais. Elle passait la journée à retracer mentalement les dernières heures d'Amélie, à relire les rapports de police qu'elle avait conservés, à regarder les vidéos de sa fille enfant qu'elle avait numérisées. Certaines années, elle retournait à l'école, maintenant rénovée et méconnaissable, se tenant devant le portail, pendant des heures, comme si sa présence physique pouvait ramener le passé. Laurent, de son côté, avait touché le fond avant de remonter lentement. En 2013, après une hospitalisation due à des problèmes hépatiques liés à l'alcool, il avait rejoint les Alcooliques Anonymes. Le chemin vers la sobriété avait été long et difficile, mais en 2016, il célébrait 3 ans sans boire. Il avait quitté son emploi d'ingénieur, reconverti comme formateur dans une association d'aide aux personnes en difficulté. Sophie et Laurent se voyaient rarement, peut-être 2 ou 3 fois par an, généralement autour de la date de disparition d'Amélie ou lors de son anniversaire. Ces rencontres étaient douces amères, un rappel de ce qu'ils avaient été ensemble et de ce qu'ils avaient perdu. Ils ne s'étaient jamais remis en couple avec d'autres personnes. Comment auraient-ils pu?
Comment expliquer à quelqu'un que vous êtes le parent d'un enfant qui n'est ni vivant ni mort, qui existe quelque part dans un état de suspension éternelle? La communauté du 12e arrondissement avait fini par oublier, comme toutes les communautés oublient. Les nouvelles affiches d'Amélie disparaissaient peu à peu, remplacées par d'autres disparitions, d'autres tragédies. L'école avait installé un système de vidéosurveillance en 2010, renforçant ses protocoles de sécurité. Mais personne ne mentionnait plus pourquoi ces changements avaient été nécessaires. Colette Garnier, la voisine infirmière, était une des rares personnes à rester en contact régulier avec Sophie. Elle montait prendre le café une fois par semaine, apportant parfois des pâtisseries, offrant simplement sa présence sans poser de questions. Elle avait été témoin de la transformation lente de Sophie, de la femme brisée des premiers mois à cette version plus dure, plus résignée, qui avait appris à porter son chagrin comme un vêtement permanent. En 2018, 12 ans après la disparition, l'inspecteur Lefebvre avait pris sa retraite. Il avait contacté Sophie avant son départ pour lui dire que le dossier d'Amélie serait transmis à un collègue plus jeune. Mais ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. Le cas serait archivé, consulté seulement si de nouvelles informations surgissaient miraculeusement. Sophie avait remercié Lefebvre pour son travail, pour avoir continué à chercher même quand il n'y avait plus rien à trouver. C'est durant cette longue période d'attente et de deuil impossible que Sophie avait développé une relation particulière avec la technologie. Elle n'était pas une utilisatrice précoce des réseaux sociaux, mais en 2019, encouragée par ses collègues plus jeunes, elle avait créé un compte Facebook. L'objectif initial était simple: partager régulièrement la photo d'Amélie, au cas où quelqu'un, quelque part, reconnaîtrait cette fillette devenue adulte. En 2020, pendant le confinement lié à la pandémie, Sophie avait découvert TikTok. Au début, c'était par curiosité, pour comprendre cette plateforme dont tous ses élèves parlaient. Puis elle s'était prise au jeu, non pas pour créer du contenu, mais pour observer. Elle passait des heures à faire défiler des vidéos, regardant de jeunes femmes de 20 à 25 ans, l'âge qu'aurait Amélie. C'était devenu une sorte de rituel obsessionnel, chercher dans chaque visage une ressemblance, un indice, un miracle. Le 11 octobre 2022 était un mardi soir ordinaire. Sophie avait terminé sa journée de travail vers 18h, était rentrée chez elle, avait préparé une salade composée qu'elle avait mangée seule devant la télévision. Vers 22h, allongée dans son lit, elle avait ouvert TikTok sur son téléphone, comme elle le faisait presque chaque soir avant de dormir. L'algorithme de TikTok lui proposait un mélange éclectique de contenus. Des recettes de cuisine, des conseils de jardinage, des vidéos humoristiques. Ce soir-là, entre une vidéo de chat et un tutoriel de maquillage, une jeune femme était apparue sur son écran. La vidéo durait 23 secondes. On y voyait une jeune femme d'environ 24 ans, dans un appartement aux murs blancs, dansant sur une chanson populaire. Elle portait un jean déchiré et un t-shirt oversized, ses cheveux châtains attachés en un chignon désordonné. C'était le type de vidéo que des millions de personnes publiaient chaque jour sur TikTok. Rien de particulièrement remarquable. Sauf que Sophie ne pouvait plus respirer. Ses yeux verts en amande qu'elle avait regardés chaque matin pendant 8 ans. Cette petite tache de naissance sur le côté gauche du cou, visible quand la jeune femme tournait la tête. Cette façon particulière de plisser le nez en souriant. Le geste inconscient de ramener une mèche de cheveux derrière l'oreille gauche. Tout était là. Tout était identique. Sophie avait regardé la vidéo en boucle, les mains tremblantes, 10 fois, 20 fois, 50 fois. Elle avait zoomé sur chaque détail, analysé chaque mouvement. Le compte TikTok s'appelait Emma Laval. Le profil indiquait 24 ans, Lyon, amoureuse de danse et de café. Il y avait environ 200 vidéos publiées remontant à 2 ans en arrière. À 23h15, Sophie avait appelé Laurent. Elle ne l'avait pas contacté depuis 6 mois, mais elle avait composé son numéro sans hésiter, ses doigts connaissant encore par cœur cette séquence. Laurent avait décroché à la 5e sonnerie, la voix ensommeillée et inquiète. « Sophie, qu'est-ce qui se passe? Il est presque minuit. J'ai trouvé Amélie. »
Le silence qui avait suivi ces 4 mots avait duré une éternité. Puis Laurent avait répondu d'une voix prudente, celle qu'on utilise pour parler à quelqu'un qui pourrait être en train de perdre la raison. « Sophie, on en a déjà parlé. Tu ne peux pas continuer à... » « Non, Laurent. Écoute-moi. Je l'ai trouvée. Sur TikTok. Elle s'appelle Emma maintenant. Elle vit à Lyon, mais c'est elle. Je le sais. Une mère reconnaît son enfant. » Laurent était resté silencieux, et Sophie entendait sa respiration lourde à l'autre bout du fil. Finalement, il avait dit « Envoie-moi le lien ». Les 40 minutes suivantes, Sophie les avait passées assises sur le canapé du salon, son téléphone serré contre sa poitrine, attendant que Laurent regarde les vidéos. Quand il avait rappelé, sa voix avait changé. Il y avait quelque chose de différent, une nuance d'espoir mêlée d'incrédulité. « Mon Dieu, Sophie, les yeux et cette tache. » Amélie avait exactement la même tache au même endroit. Ils avaient parlé pendant près de 2 heures, analysant chaque détail des vidéos d'Emma Laval. Sa façon de rire, ses expressions faciales, la forme de ses mains. Mais ils savaient, tous les deux, que leur certitude ne suffirait pas. Il leur fallait des preuves, une méthode rationnelle pour vérifier si cette jeune femme était vraiment leur fille. Le lendemain matin à 9 heures, Sophie se présentait au commissariat du 12e arrondissement. Le cas d'Amélie Marchand était depuis longtemps archivé, mais elle demandait à parler à l'officier responsable des dossiers de disparitions anciennes. On la fit patienter dans une salle d'attente au mur beige, où elle reconnut certaines affiches de prévention qui n'avaient pas changé en 16 ans. Le capitaine Martine Dubois, 47 ans, l'a reçue avec une patience professionnelle teintée de scepticisme. Elle avait certainement vu défiler des dizaines de parents de disparus au fil des années, accrochés à des espoirs fragiles, voyant leur enfant dans chaque inconnu. Mais quand Sophie lui montra les vidéos TikTok sur son téléphone, quelque chose changea dans l'expression du capitaine. La tache de naissance était mentionnée dans le dossier original, avait murmuré Dubois, regardant l'écran avec une attention nouvelle. Et effectivement, la ressemblance est troublante. Ce qui se passa ensuite fut un enchaînement bureaucratique lent mais méthodique. Dubois contacta le procureur, qui autorisa l'ouverture d'une enquête préliminaire. On demanda à un logiciel de reconnaissance faciale de comparer la photo d'Amélie enfant avec les captures d'écran des vidéos d'Emma Laval. Le résultat n'était pas concluant à 100%. La technologie de 2022 n'étant pas encore parfaite pour comparer un visage d'enfant avec celui d'un adulte. Mais les probabilités de correspondance étaient suffisamment élevées pour justifier une investigation plus approfondie. Le vrai défi était légal et éthique. Emma Laval, selon son profil TikTok et ses autres réseaux sociaux, avait une identité établie. Elle possédait une carte d'identité, un numéro de sécurité sociale, un contrat de travail dans un café de Lyon. Elle vivait apparemment une vie normale. Pouvait-on perturber l'existence d'une personne basée sur la certitude d'une mère et une ressemblance physique? Le capitaine Dubois avait été clair avec Sophie. Nous allons vérifier l'authenticité de ces papiers d'identité. Si nous découvrons des irrégularités, nous pourrons intervenir officiellement. Mais vous devez comprendre que si ces documents sont en règle, nous ne pouvons pas l'approcher sans raison légale. Même si vous êtes convaincu que c'est votre fille, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à faire un test ADN. Pendant les jours qui suivirent, Sophie vécut dans un état de suspension étrange. Elle continuait d'aller travailler, de sourire à ses collègues, de gérer les problèmes administratifs du collège. Mais son esprit était constamment ailleurs, sur ce compte TikTok qu'elle vérifiait compulsivement toutes les heures, guettant chaque nouvelle vidéo, chaque indice supplémentaire. Emma Laval publiait régulièrement des vidéos de sa vie quotidienne à Lyon, de son travail dans un café du quartier de la Croix-Rousse, de ses sorties avec des amis. Elle semblait heureuse, insouciante, complètement ignorante du fait qu'à Paris, une femme de 43 ans était convaincue d'être sa mère. Le 19 octobre 2022, le capitaine Dubois avait convoqué Sophie et Laurent dans son bureau. Elle avait posé devant eux un dossier épais, son expression indiquant que les nouvelles n'étaient pas simples. «
Nous avons effectué des vérifications sur l'identité d'Emma Laval, avait-elle commencé, pesant chaque mot. L'acte de naissance date de 1998. Elle est enregistrée comme étant née à Annecy, fille de Martine et Philippe Laval. Les parents auraient déménagé à Lyon quand elle avait 3 ans. Le père serait décédé dans un accident de voiture en 2010. La mère serait morte d'un cancer en 2018. Sophie sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Donc, elle est orpheline », avait-elle murmuré. « Exactement. Ce qui explique pourquoi il n'y a personne pour confirmer ou infirmer son identité depuis 4 ans. » Le capitaine Dubois avait marqué une pause. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Nous avons contacté la mairie d'Annecy pour obtenir une copie de l'acte de naissance original. Il existe, il est en règle. Mais quoi? Laurent s'était penché en avant, les jointures de ses mains blanchies tant il serrait les accoudoirs de sa chaise. Mais quand nous avons vérifié les registres médicaux de l'hôpital d'Annecy pour cette date de naissance, nous n'avons trouvé aucune trace d'un accouchement de Martine Laval. Nous avons également découvert que Philippe Laval, le père supposé, n'existe dans aucun fichier de l'administration française avant 2002. C'est comme s'il était apparu de nulle part. La pièce sembla tourner autour de Sophie. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que nous avons des raisons de croire que l'identité d'Emma Laval pourrait être frauduleuse. Pas nécessairement qu'elle le sache, mais que quelqu'un lui a créé une fausse identité dans son enfance. C'est un processus complexe qui nécessite des connexions dans l'administration, de la corruption ou les deux. Le capitaine Dubois avait ouvert une autre section du dossier. Nous avons également examiné les photos disponibles de Martine Laval. Elle avait un compte Facebook avant son décès. Voici une photo d'elle prise en 2017. Sophie avait regardé la photo. Une femme d'environ 50 ans, cheveux gris, yeux marrons. Rien dans ses traits ne ressemblait à Amélie ou à Emma. Certainement pas le genre de ressemblance mère-fille qu'on attendrait. Laurent avait pris la parole, sa voix tremblante. « Alors que fait-on maintenant? On ne peut quand même pas laisser notre fille vivre avec une fausse identité sans rien faire. » « C'est là que la situation devient délicate, » avait répondu Dubois. Légalement, nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour justifier une approche d'Emma Laval dans le cadre d'une enquête sur une possible usurpation d'identité. Nous pouvons lui demander de se présenter à un commissariat pour des vérifications. Une fois là-bas, nous pouvons lui proposer un test ADN. Mais, Sophie avait détecté l'hésitation dans la voix du capitaine. Mais si elle refuse, nous ne pouvons pas la forcer. Elle n'est accusée d'aucun crime. Même si ses papiers ont été falsifiés, elle était enfant à l'époque, donc victime et non coupable. Et si elle ne sait réellement pas qu'elle a été enlevée, lui révéler brutalement cette information pourrait être traumatisant. Les jours suivants furent parmi les plus difficiles que Sophie ait jamais vécus. Une équipe de psychologues et d'assistants sociaux fut mobilisée pour préparer le contact avec Emma. Il fallait créer un protocole qui minimiserait le traumatisme tout en établissant la vérité. Le 26 octobre, 2 policiers en civil de Lyon avaient été assignés pour surveiller discrètement Emma Laval. Ils devaient observer ses routines, s'assurer qu'elle était seule, qu'elle n'était pas sous l'emprise ou la surveillance de quelqu'un qui pourrait compliquer l'approche. Les rapports envoyés à Paris décrivaient une jeune femme parfaitement ordinaire. Emma se levait vers 7 heures, travaillait de 9 heures à 17 heures dans un café appelé Le Coin des Rêves, situé rue d'Enfer-Rochereau. Elle habitait un petit studio dans le 3e arrondissement de Lyon. Elle avait un cercle d'amis avec qui elle sortait régulièrement. Rien dans son comportement ne suggérait qu'elle était consciente d'avoir une autre identité. Sophie avait insisté pour être présente à Lyon le jour du contact. Dubois avait d'abord refusé, arguant que la présence de la mère biologique potentielle pourrait compliquer la situation. Mais devant la détermination de Sophie, et après consultation avec les psychologues, un compromis fut trouvé. Sophie serait à Lyon, mais resterait en retrait jusqu'à ce que le premier contact soit établi et qu'Emma ait accepté le test ADN. Le 2 novembre 2022,
Sophie et Laurent prenaient le TGV pour Lyon. Ils avaient réservé une chambre dans un hôtel du centre-ville, à quelques rues du café où travaillait Emma. Le trajet avait duré 2 heures, 2 heures pendant lesquelles ils avaient à peine parlé, chacun perdu dans ses pensées, oscillant entre espoir fou et peur de la déception. Le plan était simple, mais nécessitait une synchronisation précise. Le 3 novembre, en début d'après-midi, alors qu'Emma serait en pause dans l'arrière-boutique du café, 2 enquêtrices se présenteraient. Elles expliqueraient qu'elles menaient une enquête sur des falsifications de documents d'identité datant des années 2000 et qu'Emma pourrait être une victime de ces falsifications. Elles lui proposeraient de l'accompagner au commissariat local pour des vérifications. Sophie et Laurent attendaient dans la chambre d'hôtel, leur téléphone à la main, attendant des nouvelles. À 14h23, le téléphone de Sophie vibra. Un message du capitaine Dubois. Contact établi. Elle a accepté de se rendre au commissariat. Nous procédons au test ADN. Résultat, dans 4 à 6 heures. Ces heures d'attente furent une torture. Sophie marchait de long en large dans la chambre, incapable de s'asseoir, incapable de penser à autre chose qu'à ce qui se passait à quelques kilomètres de là. Laurent était assis sur le lit, fixant le mur, ses mains jointes comme s'il priait, bien qu'il n'ait jamais été religieux. À 19h47, le téléphone sonna. C'était Dubois. « Sophie, Laurent, nous avons les résultats préliminaires du laboratoire. » Une pause. « C'est un match positif. Emma Laval est Amélie Marchand. Votre fille est vivante. » Sophie s'était effondrée sur le sol, sanglotant sans pouvoir s'arrêter. Laurent pleurait aussi, des larmes silencieuses coulant sur son visage. 16 ans. 16 ans de vide, de questions, de nuits blanches, de douleurs qui ne guérissaient jamais. Et maintenant, cette phrase impossible. Votre fille est vivante. Le 4 novembre au matin, Sophie et Laurent se retrouvaient dans une salle d'entretien du commissariat de Lyon. Une psychologue spécialisée dans les retrouvailles traumatiques, Madame Véronique Arnaud, leur expliquait la situation. « Emma est en état de choc », avait-elle commencé doucement. « Hier, nous lui avons révélé que son identité n'était pas celle qu'elle croyait, que les personnes qu'elle pensait être ses parents l'avaient probablement enlevée quand elle avait 8 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un bouleversement psychologique majeur. Comment va-t-elle » La voix de Sophie était rauque d'avoir tant pleuré. Elle oscille entre déni et confusion. Elle a beaucoup de questions et malheureusement, nous n'avons pas toutes les réponses. Madame Arnaud avait ouvert un dossier. Nous avons pu reconstituer certains éléments. Martine et Philippe Laval étaient un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Philippe avait des antécédents dans une organisation qui facilitait des adoptions illégales dans les années 90. Ils ont acquis Amélie en 2006, lui ont créé une fausse identité et l'ont élevée comme leur propre fille. Laurent avait serré les poings. Comment ont-ils réussi à la sortir de l'école? Nous pensons que Philippe avait un complice, quelqu'un qui travaillait dans l'école ou avait accès au lieu. Quelqu'un qui a pu créer une diversion, ouvrir la porte de secours sans déclencher l'alarme. Nous enquêtons toujours sur cette partie. Et Amélie, Emma, elle ne se souvient de rien. Sophie avait besoin de savoir. C'est complexe. Elle a quelques souvenirs fragmentés de son enfance avant 8 ans, mais ils sont flous, comme des rêves. Martine et Philippe lui ont probablement donné des médicaments dans les premiers mois pour l'aider à oublier. Une pratique malheureusement courante dans ces cas. Ils l'ont ensuite convaincu que ces souvenirs n'étaient que des cauchemars, pas des vrais souvenirs. La psychologue avait marqué une pause. Elle veut vous rencontrer, mais vous devez comprendre que pour elle, vous êtes des étrangers. Même si biologiquement vous êtes ses parents, psychologiquement, Martine était sa mère pendant 16 ans. Ce processus de retrouvailles prendra du temps. À 11h, Sophie et Laurent entraient dans une autre salle du commissariat. Emma était assise à une table, une tasse de café refroidissant devant elle. Quand elle leva les yeux et les vit entrer, son visage se figea. Sophie voyait maintenant en personne ce qu'elle n'avait vu qu'à travers un écran. Sa fille, vivante, adulte, belle. Les yeux verts qu'elle avait embrassés 1000 fois étaient maintenant ceux d'une femme, mais c'étaient les mêmes yeux.
La petite tache de naissance sur le cou était toujours là, preuve indélébile de son identité. « Bonjour, Amélie », avait murmuré Sophie, puis s'était corrigée. « Bonjour, Emma ». Emma avait regardé entre Sophie et Laurent, ses mains tremblant légèrement. « On m'a dit que vous pensez être mes parents biologiques. »« Nous ne pensons pas », Laurent avait répondu doucement. « Le test ADN le confirme. Tu es notre fille. Tu t'appelais Amélie Marchand. Tu as disparu le 23 mars 2006. Tu avais 8 ans. » Les larmes avaient commencé à couler sur les joues d'Emma. « Je ne me souviens pas. J'ai quelques images parfois, mais je pensais que c'était juste, je ne sais pas, des fragments d'imagination. » Sophie s'était assise lentement en face d'Emma, respectant la distance. « Qu'est-ce que tu te rappelles ?» Emma avait fermé les yeux, comme si cela l'aidait à se concentrer. Une femme qui sent la lavande, un appartement avec des murs jaunes, une chanson, toujours la même chanson, quelque chose sur des étoiles, et des livres, beaucoup de livres. Sophie avait senti son cœur se briser. Notre chambre était jaune, je portais toujours un parfum à la lavande. Et je te chantais au clair de la lune chaque soir avant que tu t'endormes. Tu adorais lire. Emma avait ouvert les yeux, les fixant sur Sophie avec une intensité déchirante. J'adore toujours lire. C'est étrange. Je n'ai jamais compris pourquoi j'étais si obsédé par les livres. Maman, Martine, elle n'était pas vraiment lectrice. Les heures suivantes furent un mélange de récits, de larmes, de questions sans réponse. Sophie et Laurent racontaient qui était Amélie, ce qu'elle aimait, comment elle parlait, ses rêves. Emma écoutait, essayant de connecter ces histoires d'une petite fille qu'elle ne reconnaissait pas avec la personne qu'elle était devenue. Martine et Philippe étaient-ils bons avec toi? Laurent avait posé la question qui le hantait. Emma avait réfléchi longtemps avant de répondre. Ils étaient normaux, je suppose. Martine pouvait être stricte, mais elle n'était pas cruelle. Philippe était plus doux. Ils m'ont élevé comme leur propre fille. Ils m'ont envoyé à l'école, m'ont soigné quand j'étais malade, ont célébré mes anniversaires. Elle avait marqué une pause. Je les aimais, je les aime toujours, malgré ce qu'ils ont fait. C'est horrible, n'est-ce pas? Non. Sophie avait répondu avec une douceur surprenante. Ce n'est pas horrible. Ils étaient les seuls parents que tu connaissais. Tu as le droit de les aimer et de pleurer leur perte, même en apprenant la vérité. Emma avait regardé Sophie avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas qui je suis, Emma ou Amélie. Je ne sais pas où est ma place. Ta place est où tu veux qu'elle soit, avait dit Laurent. Nous ne sommes pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Nous voulons juste te connaître, apprendre qui tu es devenu. Si tu veux qu'on fasse partie de ta vie, nous serons là. Si tu as besoin de temps de distance, nous respecterons ça aussi. La psychologue, Madame Arnaud, était intervenue. Emma a besoin de temps pour traiter tout cela. Je suggère que nous programmions des rencontres régulières avec mon accompagnement au début. Nous devons aller lentement, laisser la relation se construire naturellement. Les mois qui suivirent furent un voyage émotionnel intense pour tous. Emma avait choisi de garder son nom, Emma Laval, du moins pour l'instant. C'était l'identité sous laquelle elle avait vécu 16 ans. Et changer de nom aurait été comme perdre encore plus de repères dans un monde déjà complètement bouleversé. Sophie et Laurent retournaient à Lyon tous les week-ends. Au début, les rencontres avaient lieu dans le cabinet de Madame Arnaud. Des sessions structurées de 2 heures où ils parlaient, partageaient des photos, reconstruisaient lentement des ponts entre le passé et le présent. Emma leur montrait des photos de son enfance avec Martine et Philippe, et Sophie se forçait à les regarder sans ressentiment, reconnaissant que ces gens avaient, à leur façon tordue, pris soin de sa fille. L'enquête policière progressait parallèlement. Les investigateurs avaient découvert que Philippe Laval faisait partie d'un réseau qui avait facilité plusieurs adoptions illégales dans les années 90 et début 2000. Martine était probablement ignorante de l'ampleur du crime, croyant simplement qu'ils adoptaient un enfant dont les parents ne voulaient pas. Mais Philippe savait. Il savait qu'il enlevait une enfant à sa famille. La découverte de comment Amélie avait été sortie de l'école était venue en janvier 2023.
Un ancien concierge de l'école, maintenant âgé de 75 ans et vivant en maison de retraite, avait contacté la police après avoir vu l'affaire aux informations. Il avouait avoir été payé 10 000 € par Philippe pour désactiver l'alarme de la porte de secours ce jour-là et pour garder le silence. Il vivait avec cette culpabilité depuis 16 ans. Ce témoignage avait permis de clore officiellement le dossier du côté pénal. Le concierge ne serait pas poursuivi, trop âgé et trop malade, mais son témoignage apportait la réponse à la question qui avait hanté Sophie et Laurent pendant tant d'années. Comment avait-elle disparu? En mars 2023, exactement 17 ans après la disparition, Sophie, Laurent et Emma visitaient ensemble l'appartement de la rue de Wattignies. Emma n'avait aucun souvenir conscient du lieu, mais en franchissant le seuil, quelque chose avait changé dans son expression. « Cette odeur », avait-elle murmuré. « Je connais cette odeur. » Sophie avait souri à travers ses larmes. « C'est la cire que j'utilise pour les meubles, la même depuis 20 ans. » Ils étaient entrés dans la chambre d'Amélie, préservée comme un sanctuaire. Emma avait regardé les peluches, les livres, les dessins. Elle avait pris un livre, Le Petit Prince, et l'avait ouvert. Sur la page de garde, une écriture enfantine disait « À Amélie pour qu'elle rêve toujours, maman. » « Je me souviens de ce livre, » avait-elle dit doucement. « Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai toujours adoré cette histoire. » Les retrouvailles n'étaient pas parfaites. Il y avait des moments de tension, de malaise, de questions douloureuses. Emma oscillait entre des moments où elle se sentait proche de Sophie et Laurent, et d'autres où elle ressentait une loyauté conflictuelle envers Martine et Philippe. La thérapie continuait, l'aidant à naviguer dans cette identité fracturée. En juin 2023, Emma avait pris une décision importante. Elle déménageait à Paris, pas dans l'appartement avec Sophie, mais dans son propre studio du 11e arrondissement. Elle voulait être proche, construire une relation, mais elle avait besoin de son indépendance. Elle avait trouvé un emploi dans une librairie du quartier, un choix qui ravissait Sophie au-delà des mots. Laurent, sobre depuis 7 ans maintenant, était devenu une présence constante dans la vie d'Emma. Ils se voyaient 2 fois par semaine, généralement pour des cafés ou des promenades dans Paris. Il ne tentait pas d'être le père qu'elle avait perdu, mais plutôt un ami, un guide, quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Sophie et Emma développèrent leur propre rythme. Elles dînaient ensemble le dimanche soir, établissant lentement des rituels, créant de nouveaux souvenirs pour remplacer ceux qui avaient été volés. Sophie n'essayait pas de rattraper 16 ans en quelques mois. Elle comprenait que leur relation devait se construire avec patience, comme une plante délicate qui a besoin de temps pour s'enraciner. En septembre 2023, Emma avait accepté de changer légalement son nom, pas pour redevenir uniquement Amélie Marchand, mais pour devenir Emma Amélie Marchand Laval. C'était sa façon de reconnaître toutes les parts d'elle-même, le passé volé et la vie vécue. La petite fille qui avait disparu et la femme qu'elle était devenue. L'histoire avait fait les gros titres en France. Les médias parlaient du miracle TikTok, de cette mère qui avait reconnu sa fille disparue dans une simple vidéo de danse. Des journalistes sollicitaient des interviews. Des émissions voulaient reconstituer l'histoire. Sophie et Emma avaient décliné la plupart des demandes, accordant seulement une interview à un magazine respectable, espérant que leur histoire pourrait donner de l'espoir à d'autres familles de disparus. Colette Garnier, la voisine qui avait été témoin de la camionnette blanche ce jour fatidique de mars 2006, avait pleuré de joie en apprenant les retrouvailles. Elle avait rencontré Emma en novembre 2023, lui racontant des souvenirs de la petite Amélie, comment elle la croisait dans les escaliers avec son cartable trop grand pour elle. Ce qui restait le plus mystérieux, c'étaient les souvenirs d'Emma elle-même. Malgré la thérapie, malgré les tentatives de récupérer les années perdues, elle n'avait que des fragments épars de sa vie avant 8 ans. Les psychologues expliquaient que c'était normal, que le traumatisme et probablement les médicaments avaient créé une barrière protectrice dans son esprit. Peut-être que ses souvenirs reviendraient un jour, peut-être pas.
Emma avait appris à accepter cette incertitude. En décembre 2023, pour les 25 ans d'Emma, Sophie avait organisé une petite fête dans l'appartement de la rue de Wattignies. C'était la première fois qu'Emma célébrait son vrai anniversaire, le 15 novembre, plutôt que la date falsifiée du 23 juin qu'elle avait toujours cru être la sienne. Laurent était là, sobre et souriant. Quelques amis proches d'Emma de Lyon étaient venus. Colette était présente aussi, ainsi que quelques collègues de Sophie. C'était un mélange étrange de personnes du passé, du présent et du futur d'Emma, tous réunis dans cet appartement chargé d'histoire. Quand ils avaient chanté « Joyeux anniversaire », Sophie avait vu Emma fermer les yeux, un sourire paisible sur son visage. Pour la première fois depuis des mois, elle ne semblait pas déchirée entre deux mondes. Elle était simplement là, entière, entourée de gens qui l'aimaient. Plus tard dans la soirée, alors que les invités étaient partis et qu'elles étaient seules, Emma avait posé une question à Sophie. « Est-ce que tu penses que j'aurais été différente si je n'avais pas été enlevée, si j'avais grandi ici avec toi et papa ?» Sophie avait réfléchi longtemps avant de répondre. « Probablement, mais je ne pense pas que tu aurais été meilleure ou pire, juste différente. La personne que tu es maintenant, avec toutes tes expériences, tes blessures, ta force, c'est qui tu es. Et je suis fier de connaître cette personne. » Emma avait souri, et pour la première fois, elle avait appelé Sophie « maman ». C'était un murmure hésitant, presque une question, mais c'était là. Les cicatrices de ces 16 années ne disparaîtraient jamais complètement. Il y aurait toujours une partie de leur histoire qui resterait volée, des moments qu'ils ne pourraient jamais récupérer. Les premières dents perdues, les premiers chagrins d'amour, les examens de fin d'année, les départs en vacances, toutes ces petites et grandes étapes de la vie qu'une mère et un père auraient dû vivre avec leur enfant. Mais ce qu'ils avaient maintenant était précieux aussi. Une seconde chance, une opportunité de se connaître non pas comme parents et enfants, mais comme des adultes qui choisissaient de faire partie de la vie de l'autre. C'était différent de ce qu'aurait dû être une relation parent-enfant normale, mais ce n'était pas moins valable. En mars 2024, 18 ans après la disparition, Sophie avait finalement décidé de changer quelque chose dans la chambre d'Amélie. Elle n'avait pas tout transformé, mais elle avait ajouté une nouvelle étagère. Dessus, elle avait mis des photos d'Emma adulte, à côté des photos d'Amélie enfant. Passé et présent, côte à côte, acceptés tous les deux. Emma continuait sa vie à Paris. Elle s'était inscrite à des cours du soir de littérature française, découvrant ou redécouvrant une passion qu'Amélie avait eue enfant. Elle écrivait aussi des textes courts sur son expérience, sa façon de traiter le traumatisme, de découvrir que sa vie entière était basée sur un mensonge. Laurent avait rencontré quelqu'un, une femme de son groupe des alcooliques anonymes, qui comprenait les luttes de la dépendance et de la perte. Il n'avait pas présenté cette femme à Emma tout de suite, respectant le temps dont elle avait besoin pour s'adapter à tous ces changements. Mais quand il l'avait finalement fait, Emma avait été heureuse pour lui. Elle voulait que ses parents biologiques trouvent leur propre bonheur, pas qu'ils restent figés dans le chagrin éternel. L'enquête officielle était close, mais l'impact de cette affaire continuait de résonner. Les protocoles de sécurité dans les écoles françaises avaient été encore renforcés. Des discussions nationales avaient lieu sur les réseaux d'adoption illégales et comment mieux protéger les enfants. L'histoire d'Emma était devenue un cas d'école pour les services sociaux et les forces de l'ordre. Ce qui était remarquable, c'était la résilience humaine. Sophie avait survécu à 16 ans de vide. Laurent avait survécu à son addiction et à son désespoir. Et Emma avait survécu à la découverte que toute son enfance était une construction basée sur un crime. Ils avaient tous survécu, et plus encore, ils trouvaient des moyens de vivre, de créer du sens, de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines du passé. Cette histoire nous montre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours mieux que le mensonge le plus confortable. Elle nous rappelle aussi que l'amour d'une mère traverse le temps et l'espace, que même après 16 ans de silence, un cœur reconnaît son enfant, mais surtout, elle nous enseigne que nous sommes plus que nos traumatismes, plus que les crimes commis contre nous.
Emma Amélie Marchand-Laval vit aujourd'hui à Paris, reconstruisant patiemment des ponts entre qui elle était, qui on l'a forcée à devenir et qui elle choisit d'être maintenant. Sophie et Laurent apprennent à être parents d'une adulte qu'ils ne connaissent que depuis quelques années, naviguant dans cette relation unique avec amour et patience. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous reconnu votre enfant dans une vidéo TikTok après tant d'années? Comment auriez-vous géré cette situation impossible? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécierait ce type de récit sur la résilience humaine et les miracles impossibles.